D'abord, bonjour à l'œil de la e-santé. Merci de m'accueillir. Je suis Bertrand Sommier, donc je suis secrétaire général de la Fédération de l'hospitalisation privée, avec une spécificité d'avoir un portefeuille en propre sur le numérique en santé. En réalité, plutôt l'animation d'un réseau de professionnels du numérique en santé dans nos établissements privés. Peut-être deux mots sur la FHP, donc qui est l'acronyme de la Fédération de l'hospitalisation privée. 1030 hôpitaux privés et cliniques sur l'ensemble du territoire, France et ultramarin, enfin dire continent et ultramarin. Sur l'ensemble des activités sanitaires, représente 35 de l'activité hospitalière française, plus de la moitié de la chirurgie, 40 de la cancérologie, si je ne devais retenir que ces chiffres-là. Bon. Et donc, on est le syndicat, l'organisation qui vient appuyer l'ensemble des établissements de santé privés dans un écosystème qui est en fait un écosystème totalement imbriqué, puisque nous travaillons notamment sur ces sujets numériques et de cybersécurité, parce que je crois savoir que ça va être le sujet du jour. On travaille étroitement avec les collègues du secteur public, du privé solidaire et des centres de lutte contre le cancer notamment. Alors d'abord, peut-être un petit mot, un propos liminaire par rapport à ça. Le numérique en santé a connu une forte accélération ces dernières années, notamment avec des leviers de plans, de programmes de financement. Bon, j'ai envie de vous dire que la cybersécurité, en fait, c'est un des fondamentaux de ce déploiement. Je m'explique. Le déploiement du numérique en santé, qui plus est dans un contexte où les acteurs sont imbriqués les uns avec les autres pour des raisons de parcours de patients. On a des patients qui sont dans des liens ville-hôpital, clinique, hôpitaux privés, CHU, CH, enfin bon. Et de sorte que en fait, le parcours du patient, et dès lors effectivement qu'on est rentré dans cette ère numérique et de l'information, ça conduit en fait à une massification des échanges de données de santé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça aussi, et ça c'est en regard, augmenter la surface d'exposition des acteurs. Bon. Et dans ce contexte-là, une gestion du risque cyber s'impose, je vais dire, ab initio. C'est effectivement les premières interrogations qu'on doit se poser lorsqu'on est dans le cadre de ces développements. Parce que cette gestion de risque, elle est nécessaire pour faire face à cette cybermenace qui, ça a été rappelé tout à l'heure dans les premières interventions de l'ANS et de M. Zerbini, elle est croissante, elle est durable, elle est systémique. Et donc pour nous, à risque systémique, réponse systémique. Je crois qu'il faut relever au-delà de la fédération, je vous disais que c'était nécessairement une réponse systémique. Elle l'est en réalité. Elle l'est parce qu'elle est sous impulsion effectivement de l'État. Il y a tout un tas, effectivement, il y a un cadre qui est normatif, qui est réglementaire, qui est incitatif, bon, qui s'est mis en place de sorte qu'en fait, l'idée, c'est d'upgrader tout le monde. C'est probablement peut-être les premières erreurs qu'on avait pu faire il y a quelques années de cela, c'est qu'on a pu privilégier la protection de certains et pas de l'ensemble. Maintenant qu'on est tous imbriqués, si tout le monde n'upgrade pas en même temps, fondamentalement, on préserve le risque, hein, parce qu'il y aura toujours des points d'entrée qui vont se diffuser. Bon. Donc ça, moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, l'écosystème est rentré massivement, en tout cas côté hospitalier, public comme privé, on est rentré massivement sur ce sujet-là. Donc ça, il faut l'observer. Maintenant, on est aujourd'hui, autant ce cadre d'opposabilité et de référentiel, il est légitime, il est attendu. L'État a pris la mesure de ça. Par contre, il nous manque aujourd'hui un peu l'acte politique pour l'accompagnement, pour le permettre. On a le sujet de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pénurie de professionnels qui effectivement, aujourd'hui, est un véritable frein, une interrogation et un risque. Mais surtout, on a une vraie problématique de financement, qui aujourd'hui sont des financements de ce qu'on appelle des financements one shot, c'est-à-dire que c'est des programmes qui sont en fait des leviers, comme des amorçages à accompagner ces politiques de cybersécurité, quand il nous faudrait maintenant des budgets qui soient pérennes. Et puis si je veux être un tout petit peu technicien sur le sujet, peut-être qu'il faudrait pouvoir réfléchir plutôt à une pérennité des budgets sur un budget de l'État au titre de la sécurité publique, plutôt que sur des budgets d'assurance maladie, parce qu'en fait on touche fondamentalement la souveraineté nationale. La cybersécurité, en fait, ça engage des acteurs qui sont essentiels à la nation. La Covid nous l'a montré.
Et ça, il faut qu'on dès lors qu'ils ont cette reconnaissance-là, et d'ailleurs dans le cadre, de Nice 2 qui est à venir, on est bien reconnu à ce titre-là, et donc il faut pouvoir prioriser, ces, entités, ces organisations, ces établissements qui sont reconnus essentiels à la nation et pour lesquels on va avoir des problématiques de souveraineté nationale. Pas forcément, parce qu'en réalité, le Ségur numérique avait posé ce socle-là. Le socle de la cyber a été posé dès lors qu'on réfléchit de déploiement. Ça, il faut le reconnaître, que dans le centre des référentiels, que d'ailleurs que ce soit côté éditeur ou côté établissement, c'est-à-dire dans l'usage, la cybersécurité est posée comme un socle et je crois savoir que les établissements, quand ils viennent effectivement à réfléchir des déploiements, de développement, ils posent ce socle-là de réflexion par anticipation et des organisations qui peuvent être prises en regard. Bon. Par contre, le vrai sujet que l'on a, c'est que comme je fais souvent le parallèle avec la prévention. Bon. La prévention, on sait qu'effectivement, c'est l'enjeu de soutenabilité de notre système de demain. C'est-à-dire ce qui nous permettra que notre système de santé restera soutenable. Bon. Sauf que le problème, c'est que ce qui ne se voit pas, ce qui ne se produit pas, n'est pas valorisable, n'a pas de coût. Bon. Et bien la cyber, c'est pareil. C'est-à-dire effectivement, il faut accepter que par anticipation, qu'on prenne les organisations et qu'on donne les moyens de pouvoir upgrader, pour pouvoir faire effectivement qu'il y ait une montée en maturité des établissements de santé, pour que le jour J, on soit prêt. Il n'y aura pas de risque zéro, mais qu'on soit prêt. Et ça, effectivement, ça exige des moyens humains, j'évoquais tout à l'heure, mais des moyens financiers qui soient pérennes, structurels. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, à enjeu systémique, réponse systémique et donc financement pérenne. Je crois que la notion de cybersécurité, ou en tout cas la manière dont on fait face à la cybermenace, je disais elle devenait systémique et donc durable. Bon, je crois appeler des organisations aussi un tout petit peu différentes à des niveaux territoriaux. C'est-à-dire que, je prendrai un exemple, un établissement X ou Y vit en blackout, coupé du monde, comme on dit. Et là, on a besoin d'avoir des circuits courts, rapides, pour plusieurs choses. Un, pour l'information de l'écosystème alentour, pour assurer la continuité en fait des soins sur l'ensemble du territoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir effectivement assurer la continuité des soins de patients par transfert de patients sur les structures qui restent en activité ou qui n'ont pas été atteintes, sont pas encore atteintes. Et donc là, il nous faut un lieu d'échange qui nous permette effectivement d'avoir des approches anticipatives de ces crises, une gestion du risque commune et en fait une forme d'approche mutualisée des dépendances des activités hospitalières et surtout de repartir sur un plan de résilience, de retour à l'activité qui puisse prioriser là où on est en risque sur le territoire.